Pour la présenter, on pourrait utiliser quelques mots-clés. Politique, socialiste, Strasbourg, culture, Europe. Et si vous êtes joueur, on peut affiner les choses ou les rendre peut-être plus mystérieuses avec des mots tels que cristal, protestantisme, théologie, femme. Et puis comme on va quand même faire simple, on va vous dire sans détour que nous recevons dans VIP l'eurodéputée du groupe socialiste, Catherine Trautmann. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Tous ces mots que j'ai cités dans l'introduction vont être déclinés tout au long de l'émission. On verra un peu comment. Il y a des mots qui sortent un petit peu du lot, comme ça. Mais vous, évidemment, ça vous parle. C'est assez rare, hein, quand on se lance dans la politique, de passer par des études de théologie protestante. D'habitude, les gens passent par l'ENA, Sciences Po, ils rentrent dans un cabinet d'avocats. Vous avez un parcours tout à fait à part, Catherine Trautmann, qui nous interpelle sur KTO, parce que voilà, il y a un gros bloc d'études de théologie protestante. Est-ce qu'on pourrait commencer l'émission en parlant de cela ? Oui, je pense que ça intrigue beaucoup. On m'a souvent demandé si c'était compatible, si au fond il n'y avait pas une erreur dans ce parcours-là. En fait, d'abord c'est une question d'imprégnation familiale. Je suis née dans une famille où du côté de ma mère il y avait des lignées de pasteurs. Et donc la religion protestante, avec ce qu'elle a d'astreignant, de parcours d'éducation, de valeurs, d'héritage, mais en même temps aussi de goût et d'éducation aux disciplines artistiques, à la musique en particulier. Bref, j'ai été élevée dans un milieu protestant. Je dis parfois, je suis née d'un couple mixte, c'est-à-dire d'un père calviniste et d'une mère luthérienne. Pas toujours facile de combiner les deux traditions protestantes. Et donc, j'ai décidé, puisqu'en 68, je devais faire mon choix d'orientation, je souhaitais être professeur de russe d'un côté, et d'un autre côté, je voulais aller au bout de la réflexion sur notre société, ce qu'il avait historiquement fondé, et ce qui expliquait que les femmes soient si maltraitées. Et j'ai pensé que peut-être je comprendrais en faisant des études de théologie. Et alors, vous avez compris ? J'ai compris beaucoup de choses. Sur la place de la femme, oui. Souvent, on trouve des choses qu'on n'a pas cherchées. Voilà. Alors, bon, ça, je savais ce que j'y cherchais. D'abord, une réflexion sur Dieu, sur la foi, sur la place de la religion dans une société républicaine, prétendant être laïque et pourtant tellement marquée par certains rituels. Et donc, je voulais être au clair sur tout ça. Et donc j'ai appris dans une formation qui m'a passionnée en fait, parce que les études de théologie, bon d'abord il faut dire pour les auditeurs que nous avons la particularité à Strasbourg d'avoir deux facultés de théologie, catholiques et protestantes, qui sont des facultés d'État, ce sont les seules, parce que nous sommes une région concordataire, parce que nous avons des cultes reconnus qui sont les trois cultes catholiques, protestants et israélites. Et donc nous avons au fond cette possibilité de faire des études de théologie dans le cadre universitaire, ce qui m'a permis de faire de la sociologie, de la philosophie, des langues anciennes, mais aussi de pouvoir participer à cette époque à toute une réflexion, toute une ébullition intellectuelle qui était notamment animée avec des gens de tous horizons, notamment des étudiants africains, des étudiants de plusieurs pays d'Amérique latine, et donc d'avoir des soirées sur la théologie de la libération ou même sur certains textes, par exemple du Père Congar, des gens qui réinterrogeaient au fond la foi catholique comme la foi tout court. Grande période d'œcuménisme aussi. Alors, juste petite précision, vous n'avez pas cité la religion musulmane et on va le dire pourquoi. C'est qu'au moment de la réintégration de l'Alsace-Lorraine, c'est en 1918 qu'elle a été réintégrée, la religion musulmane n'existait pour ainsi dire pas en France. Oui, voilà. La religion musulmane n'existait pas en France. Donc, ce sont 3 religions du livre et non 4 qui sont concernées. C'est aujourd'hui peut-être un problème et une chance. Un problème pour faire réussir un projet qui avait été porté par celui grâce à qui j'ai fait ma première campagne de militante, qui était mon professeur de Nouveau Testament, Étienne Trocmé, et qui était tête de liste en 1977 pour les municipales de Strasbourg. Et qui a si bien poussé la liste en 1989, j'avais demandé à mon professeur de bien vouloir
clore la liste que je conduisais, et il l'a fait très volontiers. Et c'est avec lui d'ailleurs que nous avons, et un autre professeur de l'université, que nous avons travaillé sur cette idée de proposer un institut de théologie musulmane pour arriver au fond à sortir de cette vision de cette religion qui est une religion qui a connu un problème en France parce que elle était au fond considérée comme dépendant de l'ordre public puisque elle était au fond pratiquée par d'autres pays étrangers à la France, voire même à certains égards étrangers à la première configuration européenne. À l'époque, on ne considérait pas que le fait d'avoir des ressortissants français de confession musulmane faisait de l'islam une religion française. Et donc, j'ai souhaité, comme théologienne, justement, mais en même temps profondément laïque, c'est-à-dire dans cette position de neutralité dont je pense que l'État doit être imprégné et tout responsable public, que cette religion puisse aussi avoir son droit de cité. Car c'est un engagement de l'État qui est de pouvoir donner les conditions d'une pratique respectueuse des lois, d'une confession qui est celle de ressortissants français. Je voudrais qu'on revienne à la jeune, j'allais dire Catherine Trottmann, mais pas du tout, à l'époque c'était pas du tout ça, Catherine Argence, qui décide de faire des études de théologie. Il y a un bagage familial, je ne veux pas dire lourd, mais prégnant, en tout cas, vous nous l'avez fait comprendre. Il y a une manière peut-être aussi pour cette jeune femme-là de vouloir régler quelque chose par rapport à l'héritage familial, en tout cas le comprendre, peut-être pour mieux l'intégrer. Je ne sais pas si vous avez vécu les choses comme ça. Mais vous nous avez dit être allé du côté copte, du côté russe. Vous vouliez être professeur de russe, c'est raté, hein, je vous le dis au cas où vous savez que vous avez raté votre vie quand même. J'ai raté cet objectif-là, comme beaucoup d'amis de l'époque, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes en fait pour des postes de professeur ou d'interprète. Et donc tous les postes étaient saturés. Donc tous les élèves et étudiants que j'ai connus à ce moment-là ont choisi d'autres voies. La littérature copte, ça vous a appris quoi exactement? C'est quand même quelque chose d'assez, enfin vu de notre point de vue, quelque chose d'assez pointu, quelque chose de pratiquement exotique presque, on pourrait dire. Qu'est-ce que ça vous a appris? Est-ce que ça vous a appris vous sert encore aujourd'hui dans votre vie de femme politique? Alors, ce qui s'est produit, c'est que je me suis beaucoup attachée, à cause de cette démarche initiale, à l'histoire des religions, puisque au fond, je faisais ces études par objectif personnel et par volonté de réflexion personnelle. Pendant ces études, j'ai aussi bien abordé Claude Lévi-Strauss que ensuite Freud, les traditions autour de le débat sur la psychanalyse. Oui, c'est très large comme étude. Oui, c'est des études assez encyclopédiques d'une certaine manière. Et donc, tout ce qui était rite, tout ce qui était aussi définition de la religion dans sa place, je dirais, de constitution, de civilisation. Et à partir de là, j'ai fait de l'histoire des religions. L'histoire des religions est une discipline qui a fleuri à Strasbourg, avant Mircea Eliade d'ailleurs. Et elle a fleuri peut-être aussi par ce cadre particulier dans lequel on travaillait sur les humanités. Et au fond, dans le débat intellectuel sur les origines de notre héritage culturel et intellectuel, il y avait aussi une certaine compétition entre les tenants d'un héritage judéo-chrétien et les tenants d'un héritage gréco-romain. Donc il a fallu affûter les arguments. Voilà. Moi, je me suis retrouvée, au fond, à circuler dans ce bassin méditerranéen à une époque, celle du jeune christianisme, et je me suis intéressée à des courants qui étaient les courants combattus par Irénée de Lyon et par Clément d'Alexandrie, deux pères de l'Église que j'ai lus abondamment et avec énormément d'intérêt. Et donc je me suis consacrée à la connaissance des textes gnostiques, et pour mieux les aborder et faire mon mémoire, j'ai appris le copte avec un professeur de théologie catholique, monsieur Ménard, qui me l'a enseigné, ainsi qu'à d'autres collègues. Vous pourriez, excusez-moi, c'est une broutille, mais vous pourriez nous dire juste une phrase en copte? Est-ce qu'il vous reste quelque chose un petit peu Alors c'est difficile parce que, si vous voulez, moi j'ai appris le copte ancien. Ben, bien sûr, oui, je comprends bien. Pas, même si aujourd'hui, si vous voulez, je ne connais pas vraiment le copte actuel, puisque, étant donné qu'à ce moment-là, je ne souhaitais pas être pasteur et que je cherchais une voie professionnelle, cette voie était dans la recherche.
Et donc, je souhaitais collectionner quelques langues anciennes pour pouvoir aussi traduire des textes qui étaient inaccessibles. Et donc, j'ai choisi cette langue. Alors moi, j'ai travaillé sur le copte, qui est en fait un dialecte, qui s'est créé avec le démotique, la langue égyptienne vernaculaire, populaire, avec des verbes et des adverbes grecs, ce qui donnait au fond ce mélange de langues. Et pour une Alsacienne, c'était très amusant, parce que finalement, ces langues, qui sont des langues qu'on peut qualifier de secondaires, sont en même temps des sortes d'éponges de civilisation et de syncrétisme. On est à la frontière, on est entre deux mondes, et à un moment donné, comme les Grecs, au fond, venaient apporter une civilisation, mais n'imposaient pas aux gens d'abandonner toute leur culture et toutes leurs références, ils ajoutaient la leur. Et dans ce bassin méditerranéen, avec la bibliothèque d'Alexandrie, on assiste à cette effervescence intellectuelle extraordinaire, où on trouve au fond ce berceau du christianisme, avec les traditions de la naissance de Jésus sur lesquelles j'ai travaillé, et sur la naissance aussi du monachisme, qui a donné au fond ensuite tout ce mouvement monacal, mouvement qui n'est pas fondé d'abord sur l'idée d'une communauté, mais sur, comme le dit le nom en grec, sur la démarche individuelle, personnelle, du choix de se confronter au vertige de la question de sa propre identité et de Dieu. On sent qu'il y a toute une recherche intellectuelle autour de votre religion d'origine, mais est-ce que vous diriez que vos parents ou vos grands-parents pasteurs vous ont transmis également la foi chrétienne, tout simplement, et est-ce que c'est quelque chose que vous vivez encore aujourd'hui, si cette foi vous habite? Alors, ils m'ont transmis deux choses. Une éducation qui était une éducation qui amenait automatiquement un enfant à être très tôt responsable de ses faits et gestes. Pour moi qui, pendant plusieurs années, ai pratiqué et fréquenté des colonies catholiques, je trouvais que c'était quand même très sympa. J'avais demandé si je pouvais aller me confesser comme les copines, parce que je pouvais, au fond, dire toutes les bêtises que j'avais faites et ne pas être, comme j'y étais obligée chez moi le soir, dans la prière du soir, être obligée de refaire cet examen de conscience. Et donc, j'ai vécu cette responsabilité face à ces faits et gestes qui donnent beaucoup de liberté. C'est-à-dire que j'ai vraiment pu faire mes choix, pu m'engager. Je devais simplement les argumenter, les justifier. À partir de là, je devais les assumer. Donc, mon père m'a expliqué que le choix évidemment le plus délicat à assumer était certainement sa propre liberté. Et que celle-ci était, était un peu un art à cultiver. Et pour être un art à cultiver, il fallait le faire de manière très consciente et donc très responsable. Alors, c'est le premier héritage, avec une partie qui est au fond un peu ce qui vous explique cette propension à réfléchir, qui a été la pratique du doute. C'est-à-dire autant j'étais imprégné de la foi qui m'était transmise à cette époque, autant mon père m'apprenait le doute et m'a montré qu'au fond, on pouvait être un protestant sincère, d'une certaine manière, et se poser plein de questions. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait de la théologie. À cause de cette double, au fond, attitude qui fait que on peut être croyant et se poser des questions. Je suis plutôt du côté des questions, peut-être après les questions, moins du côté de la foi aujourd'hui, mais je ne peux à aucun moment dire que l'on peut couper comme ça les ponts avec une telle expérience. D'accord. On comprend que j'ai cru comprendre qu'il y avait une thèse qui avait été démarrée, qui portait sur quoi? Démarrée mais pas terminée? Démarrée mais pas terminée, effectivement. C'est-à-dire que en fait, je vous l'ai dit, je me suis engagée en fait en politique comme militante. Oui, via l'intermédiaire d'un professeur de Nouveau Testament, ça j'ai bien ça c'était l'occasion des élections municipales, oui. Et puis parce que j'étais assez en colère parce que je trouvais que les femmes dans notre pays méritaient mieux que le sort qui leur était réservé. C'est l'époque du féminisme. Donnez-moi le thème de la thèse, ça m'intéresse de savoir sur quoi portait votre thèse. La thèse portait sur Salomé,
la sage-femme, femme sage, Salomé. Salomé est un personnage qui est la sage-femme que l'on voit sur certaines représentations de la naissance de Jésus. Elle a souvent un voile. Elles sont parfois trois, d'ailleurs. Elle n'est pas toujours seule. C'est un personnage qui apparaît au IIe siècle de l'ère chrétienne, dans les traditions les plus anciennes de la naissance de Jésus. D'accord. Notamment un texte qu'on appelle le protévangile de Jacques. Et c'est en fait le premier miracle. Elle, comme c'est une bonne professionnelle, si je puis me permettre cette anecdote, elle accueille la parturiente. Et elle, Marie, et elle doute de la naissance virginale de Jésus. D'accord. Et elle décide la conception virginale, donc de la naissance miraculeuse. Ouais. Et donc elle vérifie. Et mal lui en prend, son bras se dessèche et elle ne retrouve l'usage de son bras. Alors les traditions divergent, soit parce qu'elle porte le bébé, soit parce que elle touche la couche de la Vierge. Et donc Salomé est un personnage très étrange qui intervient de manière... alors, dans le cadre de cette fuite en Égypte, c'est l'aubergiste qui accueille la Sainte Famille et qui, au fond, représente toutes les facettes, je dirais, de la féminité, de la femme de cette époque. Elle est à la fois séductrice, elle est à la fois sainte, elle est à la fois royale et quasi prostituée. Elle est tout à la fois. Et elle est surtout sage-femme, maïoticienne. C'est-à-dire, c'est elle qui en fait est en charge dans ce début de légende de deux choses. D'une part, de la démonstration de cette naissance divine, du fait que cette naissance divine est liée à la parole, c'est-à-dire au verbe divin. Oui, la maïotique, c'est l'art de faire accoucher les gens. C'est l'art de faire accoucher la parole, la pensée. Mais la pensée en mots, pas la pensée brute de décoffrage, si je puis dire, la pensée intérieure. Non, la pensée explicite. Et elle va avoir un rôle, et c'est la raison pour laquelle elle est très célèbre à un moment, puis elle disparaît. Elle va être un vecteur de démonstration dans la polémique sur la virginité de Marie. Elle va être un facteur et un argument pour démontrer je dirais, cette naissance extraordinaire qui définit la divinité du Christ. Et donc, votre thèse porte là-dessus, j'allais dire porte toujours parce qu'elle n'est pas finie, que vous la finirez bien un jour. Mais j'avais jamais entendu parler de cette Salomé, moi. Mais non, il y a peu de gens qui la connaissent. D'accord. Figurez-vous que dans les vœux de baptême alsaciens, Salomé est la patronne des sages-femmes, la marraine des sages-femmes. Et en fait, vous avez des traditions qui étaient des traditions justement égyptiennes, ce qui vous explique le copte, et le fait que ce soit né là. Vous avez chez Philon d'Alexandrie, qui est un autre auteur ancien, par lequel on connaît beaucoup de choses de cette époque. Et vous avez en fait les traditions qui étaient liées à la naissance de Moïse. Et entre la naissance de Moïse et la naissance de Jésus, il y a beaucoup de liens. Et il y a une sorte de duo qui s'instaure et qui est aussi présent entre la mère et la sœur de Moïse, et entre la mère et la sœur de la Vierge, qui est représentée par plusieurs femmes, dont cette fameuse Salomé, qui existe dans le texte biblique. Alors, avant de continuer de parler de la femme, qui est un sujet qui vous tient à cœur, hein, on le sent bien, je voudrais qu'on en vienne d'abord à la petite fille qui a formé la femme que vous êtes aujourd'hui. Vous ressembliez à quoi, petite fille? Enfin, vous faisiez quoi? Vous aviez quel jeu, quel rêve, quel tempérament? Parce qu'on sent un tempérament volontaire quand même, présent, dynamique aussi. Vous étiez comment, toute petite? À la fois, très timide. Ah bon? Oui. Difficilement crédible, Catherine Trottmann, quand même. Pardon, mais c'est pourtant la vérité. J'étais très silencieuse à l'école, ce qui m'a valu parfois de passer entre les gouttes parce que j'étais aussi un peu chahuteuse. Et en même temps, j'ai essayé beaucoup de choses. J'avais la chance d'avoir des cousins et cousines avec lesquels on pouvait énormément jouer. Moi, je suis une fille de urbaine, vivant en appartement avec un axe de grande circulation, donc je rongeais un peu mon frein. Mais sinon, j'étais parfois pas trop, un peu garçon manqué, oui. Mais en même temps.
qu'est-ce qu'il y avait de particulier. Mes parents me disaient que j'étais fonceuse et que et c'était une question. Enfin, j'ai très vite été très indépendante. Et donc, alors une chose que j'ai faite, bon, et que je n'avais jamais avouée, mais qui explique une autre facette de ma vie, si vous voulez, c'est que je partais à la découverte de la ville. Je suis une amoureuse des villes. Et de la ville, je veux dire, dans sa composition, dans son architecture. Et donc, ma mère m'avait dit, il y a des quartiers interdits. Tu ne dois pas y aller parce que c'est dangereux. À Strasbourg. À Strasbourg. Des quartiers où il y avait de la prostitution, où il y avait... comme dans toutes les villes. Voilà, comme dans toutes les villes. Donc, évidemment, c'était les quartiers où il fallait quand même aller voir. Bah, évidemment. Donc les vieux quartiers de la ville qui n'étaient pas encore réhabilités. Et donc je suis partie à l'aventure et là j'ai vraiment menti en disant que je devais rester à l'école jusqu'à 5h, 5h30. Mais comme mes parents me faisaient une grande confiance, ils ne savaient pas que j'allais arpenter les cours intérieurs des anciennes maisons de Strasbourg et je circulais dans ces cours, dans ces coursives, parce que les vieux escaliers de bois permettaient de rentrer et parfois de passer d'une maison à l'autre. J'ai fait donc toute cette exploration en imaginant au fond la vie des gens. C'était mon roman à moi, de déambuler comme ça toute seule, parfois la nuit tombée, dans ces endroits que je trouvais absolument magiques. Et donc j'ai développé une sorte de sensibilité à la ville, comme mon jardin était à l'époque, puisque je n'en avais point, le jardin botanique de Strasbourg, où j'avais un droit de visite particulier avec le jardinier. Aujourd'hui, vous vivez en appartement ou en maison? Je vis en appartement. Ah, toujours? Voilà. Toujours. Voilà. Quand même. Et donc, bon, j'ai aimé évidemment l'urbanisme, l'architecture, tout le travail sur la ville. Et donc, la politique m'a à la fois interrompu dans ma recherche. C'est pour ça que ma thèse est restée en suspens. Et elle m'a permis de réaliser, sans doute, des choses que j'aimais. Notamment ça. C'est fou parce que quand vous êtes, à la surprise de tout le monde, devenu maire de Strasbourg, en faisant basculer à gauche une ville traditionnellement à droite, finalement la petite fille qui déambulait, comme vous disiez, dans les coursives, etc., a pu mettre en application sa connaissance de la ville, qui est une connaissance, quand on passe par les entrailles d'une ville, on appelle ça une connaissance intime. J'imagine que vous avez eu une pensée pour elle quand vous avez remporté cette victoire électorale, en plus première femme à être maire d'une ville d'importance. Oui, de plus de 100 000 habitants. De plus de 100 000 habitants. J'imagine qu'on rend hommage à cette petite fille qui déambulait... Alors j'ai essayé de faire pareil avec mes filles. Le problème, c'est qu'on a des digicodes et que. C'est-à-dire que c'est vous qui poussiez vos filles en disant mais elle va te balader sans que je le sache. Non, c'est pas ça. Mais je voulais qu'elles profitent de cette connaissance parce que je l'ai fait assez fréquemment. En fait, quand je vais dans une ville que je ne connais pas, je suis piétonne. Je dois expérimenter, ressentir cette ville. Oui. Concrètement, physiquement, par le regard et par la déambulation. Je pense que c'est comme ça qu'on voit le mieux une ville. C'est pour ça que j'ai ressenti aussi, et ça a été pour moi un vrai enjeu, si vous voulez, urbain, j'ai ressenti certains quartiers de manière quasi physique, par la violence de l'architecture, notamment, si vous voulez, dans un quartier de Strasbourg. Moi, je l'ai vu, par exemple, dans certains quartiers de la banlieue parisienne, où vous avez des angles, vous avez des pointes, vous avez des lignes qui sont dures. Il y a une certaine violence qui ressort de cette composition urbaine. Et si vous voyez le tram de Strasbourg et ses rondeurs et la manière dont ils se font dans le paysage, je dirais voilà ce que j'ai eu envie de faire. C'est une de vos réalisations, le tramway de Strasbourg. Je ne sais pas si vous vous intéressez au concept de ville sensuelle développé par l'architecte Jacques Ferrier, qui est l'architecte qui a été sélectionné pour faire le pavillon de la France à l'exposition universelle de Shanghai, qui démarrera le 1er mai. Mais voilà, il y a tout ce concept-là de la ville sensuelle, d'une ville plus douce, qui reste la ville. Mais il y a toute une réflexion sur l'urbanisme qui est, ma foi, fort intéressant pour les gens qui s'intéressent toujours à la ville. C'est pas parce que vous n'êtes plus maire de Strasbourg que, évidemment, on ne s'y intéresse plus. Oui, mais en même temps, si vous voulez, je pense que ce qui est intéressant dans la ville, c'est que vous avez une quantité de problèmes à résoudre. Et c'est d'abord de voir comment les gens la vivent, la ville. Le désastre, c'est lorsqu'ils n'ont qu'une envie, c'est de la fuir.
Et une ville, c'est forcément un lieu de rencontre et de contraste. Et je pense qu'un des problèmes les plus importants aujourd'hui de notre société, c'est précisément que les villes sont devenues très, très, très importantes, très nombreuses, qu'on a du mal à les gérer du point de vue de la pollution, du transport, du prix qu'elles coûtent, de la confrontation des habitudes de vie. Mais en même temps, c'est aussi la ville au sens cosmopolite du terme. La ville est le lieu des rencontres. Donc le lieu de l'invention, le lieu des contrastes, le lieu des oppositions, le lieu des tensions. Et ceux qui pensent que la ville pourrait un jour devenir une sorte de, je dirais, de monde éthéré dans lequel tout se passerait bien, je crois se trompent. Ça, c'est la ville utopique. C'est pas la ville réelle. Moi, quand on me dit Strasbourg, Trottmann, quand j'associe les deux, je pense immédiatement à ce qui s'était passé en 97, quand il y avait eu ce grand rassemblement du Front National que vous aviez dû accueillir, hein, parce qu'il n'y avait pas de raison que le Front National ne puisse pas se rassembler, mais vous aviez organisé une contre-manifestation. J'avais plein d'amis qui étaient allés de toute la France, qui étaient venus à Strasbourg à votre contre-manifestation. Moi, ça me rattache à ça. Voilà, j'ai rien de plus à dire par rapport à ça. C'est juste que c'est le souvenir que ça évoque, et j'imagine que pour beaucoup de téléspectateurs aussi. Ça doit rester un souvenir fort, j'imagine, dans votre vie de maire de Strasbourg. Oui. Voilà. C'est parce que c'était un vrai risque. Je n'étais pas l'organisatrice, mais il y avait là aussi un contraste entre ceux qui se retrouvaient en congrès fermé, avec cette idéologie violente, ces menaces d'ailleurs qui m'avaient été adressées par écrit sur les troubles qui pouvaient se passer dans la ville et dont je serais accusée. Donc j'étais accusée préalable d'une certaine manière, comme j'ai été symboliquement exécutée. Oui, il y avait un portrait de vous. Oui, mais il s'était trompé de Salomé. Il pensait que je travaillais sur Salomé qui avait demandé la tête de Jean-Baptiste. Mais c'est pas la même. C'est pas la même, quoique. Il y a parfois certaines, dans les traditions plus tardives, quelques confusions. Voilà. Et donc, pour moi, c'était la possibilité de montrer que la ville, justement, et une ville comme Strasbourg, la ville des routes, la ville des croisements. Une ville quand même très tournée vers l'Europe, hein, très tournée vers l'Europe, mais en même temps aussi. La ville française a pu tourner vers l'Europe, peut-être avec Lyon aussi, qui est bien et qui est très attachée à l'Europe. Les Strasbourgeois ont toujours fortement voté en faveur de la construction européenne. Cette ville était aussi un terreau d'humanisme et de démocratie. Tout à l'heure, je disais première femme maire d'une ville de plus de 100 000 habitants. Je crois bien que vous avez été la première femme ministre de la Culture aussi, non ? Non. Vous n'êtes pas la première, non. Il y a eu Benoît de Groot avant moi. Ah, oui, et Catherine Tasca, ministre de la Communication en 1989. D'accord, donc vous n'êtes pas la première. Enfin, bon, on ne peut pas dire qu'il y en a eu des tonnes non plus. Donc on se souvient de ce mandat-là. Donc ça, c'était sous le gouvernement Jospin. Ça fait un petit moment maintenant. Quel regard vous portez sur vos années en tant que ministre, vous, sur les réalisations que vous avez pu mener à bout, sur celles qui vous sont passées sous le nez? Aujourd'hui, vous avez de la tendresse pour ce parcours. Vous dites non, ça j'ai mal fait, ça j'aurais pu faire mieux. Enfin, vous réagissez comment? Je réagis avec. J'ai d'ailleurs travaillé sur un livre après, si vous voulez, le départ du gouvernement et l'échec qui a été le mien à Strasbourg, parce que le fait d'avoir été membre du gouvernement, d'avoir appliqué radicalement le non-cumul de mandats. Oui, donc vous avez laissé m'a mise en difficulté puisque j'étais bras droit prendre la mairie de Strasbourg. Voilà, prendre toutes les responsabilités parce que je pensais que c'était beaucoup plus clair et qu'il fallait aussi mettre en pratique ce que l'on dit. Voilà. Sauf que quand vous avez été éjecté du gouvernement, quand vous avez voulu revenir à Strasbourg, ça s'est pas aussi bien passé que vous ne l'auriez voulu. Voilà, il n'y avait pas de ticket aller-retour. Ce que j'ai découvert à ce moment-là, difficilement, et en même temps aussi cette tension, et j'en ai retiré quoi? J'en ai retiré le fait que ce que les électeurs font payer, c'est la division. Peu importe les disputes, ils ne veulent rien savoir de ça. Ils ont raison, ils sanctionnent. La deuxième chose, c'est que quand vous avez été en première ligne, en pole position, et que vous avez mené des campagnes au succès, que vous connaissez un échec, l'échec doit être une opportunité. Donc je l'ai utilisé comme moment de repositionnement. À ce moment-là, d'ailleurs, je me suis clairement demandé si j'allais pas arrêter la politique et faire autre chose. Reprendre à 50 ans, je me suis dit voilà, on change de vie. J'étais voilà. Donc
Je me suis engagée dans un projet qu'on m'avait confié, l'exposition internationale sur l'image, qui n'a pas eu lieu, qui a été abandonnée par le gouvernement suivant. Pas de chance, Jean-Pierre Raffarin a fait capoter le projet. Enfin, en tout cas, a dit qu'on ne le faisait pas. Ouais. Et donc, j'ai eu ma première lettre, ma grande surprise, ma première lettre de licenciement de ma vie. C'était très, très curieux. J'avais déjà connu des échecs politiques, mais c'est pas pareil, si vous voulez. Et donc là, j'ai eu une lettre de licenciement. Ça m'a beaucoup interrogée, même si, franchement, c'est pas comparable à quelqu'un qui perd son emploi. Mais je me suis dit, au fond, ça m'a fait prendre conscience de mon âge. Ça m'a fait prendre conscience du questionnement des personnes qui, se sentant pleinement en capacité, se disent « bon sang, je suis viré, et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et donc, je me suis dit, au fond, cette question est sérieuse. Je dois me la poser sérieusement. Et donc, si je repars pour un mandat ou pour une bataille politique, je dois le faire en fonction d'autre chose. D'une autre manière de l'aborder, d'un autre projet, se repositionner. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai recherché. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis repartie au municipal, mais sur la liste et en soutien d'une équipe. Et non plus en pole position. En garante de cette unité. Et donc je suis heureuse qu'on ait pu gagner dans ces conditions, parce que je pense que lorsqu'un échec est transformé, il est c'est d'autant plus, comment dire, crédible, je pense, dans un parcours d'équipe, n'est-ce pas? On doit pouvoir donner des signes aux gens. C'est un discours que vous adressez à toute la gauche, là ce discours sur l'unité? Attendez, je prétends pas donner des discours à toute la gauche. Non, mais je pense que c'est une expérience. Voilà, elle a été dure et très enrichissante. Vous portez quoi autour du cou, Catherine Tasca? Je porte un médaillon qui est un médaillon qui représente un jeune enfant. Je le porte de temps en temps, il est en cristal. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est du cristal. C'est du cristal de Lalique. Et j'aime particulièrement le cristal de Lalique pour une raison. D'abord, j'aime le cristal comme matière. Le cristal est un fluide qui, au fond, est saisi dans une forme d'immobilité, mais dont on perçoit encore la fluidité. D'accord. Pour vous, c'est en mouvement, le cristal. Oui, le cristal est en mouvement. Il est donc saisi, en quelque sorte. Ouais. Et le cristal Lalique est à la fois joue sur à la fois la transparence et l'opacité, qui donne ce jeu de forme et de relief qui vient de la taille ou de l'abrasure ou du traitement à l'acide. Et donc c'est le feu qui m'intéresse autant que la matière, que le sable avec lequel on fait le cristal. Parce que le feu, c'est clairement un symbole dans lequel vous vous reconnaissez, en tout cas. Oui, fragile, et puis en même temps, peut-être les convictions, peut-être aussi une certaine forme d'engagement, oui, de volonté d'aller dans le bout de la fusion des choses, des idées, de l'expérimentation, y compris même si c'est un peu dangereux. Oui. Alors, ça m'a amusé parce que on parlait de ces histoires et ces légendes de la naissance de Jésus. J'ai travaillé pour explorer ces traditions sur les amulettes égyptiennes et sur les représentations de la naissance. Et donc, quand j'ai vu ce médaillon, j'ai évidemment pensé aux amulettes. Aux amulettes. Et vous le portez tel qu'une amulette ou non? Non, juste, pas comme une amulette. C'est un symbole. C'est un petit clin d'œil dont en général je ne parle pas, sauf à votre émission. D'accord. Alors vous avez dit un mot qui m'intéresse beaucoup, qui est le mot engagement. Et comme je savais que c'était un mot qui viendrait dans l'émission, je vous ai préparé 4 citations de différents auteurs sur lesquelles je voudrais vous faire réagir. Elles disent évidemment chacune 4 choses différentes concernant l'engagement. La première est celle-ci. L'engagement politique peut être une nécessité. Il n'est jamais une valeur. C'est de Louis Pauwels dans L'apprentissage de la sérénité. Je répète, l'engagement politique peut être une nécessité, il n'est jamais une valeur. Vrai ou faux? D'accord? Pas d'accord? Vrai. Vrai. Parce que comment vous le vivez, vous, l'engagement politique? L'engagement politique, il faut qu'on puisse traiter des choses qui concernent la collectivité et qu'on puisse organiser en quelque sorte la vie sociale, la vie politique, la vie économique. Un politique est là pour faire vivre la démocratie. Mais en même temps, c'est une valeur. Je pense que l'engagement politique est un choix, mais un choix qui se fait en fonction de valeurs et à partir de valeurs. Alors la seconde est de Régis Debray dans Critique de la raison politique. Elle est très courte. Engage-toi et supporte.
Ça vous parle, ça, ou pas du tout? Totalement. Parce que je l'ai vécu. Ouais. De manière douloureuse, donc. Ah non, mais pas seulement. Non, d'accord. Supporte, oui, quoi? oui. Mais c'est-à-dire, si vous voulez, bon, pour moi, l'engagement politique est un acte libre. Donc, j'ai toujours pensé qu'en toute liberté, je pouvais aussi arrêter. D'accord. La conviction est autre chose. La conviction, c'est sur le long terme. Et donc, je ne changerai pas demain de conviction. Enfin, je la mets à l'épreuve, mais je ne changerai pas pour autant de conviction. Donc voilà, oui, engage-toi et supporte. Quand on s'engage, on ne mesure pas. Moi, je ne mesurais pas tout ce qui allait m'arriver. Comment, à un moment donné, j'ai été élue parce qu'il y avait des quotas femmes. Et parce que j'étais secrétaire d'une section, on s'est dit, tiens, elle pourrait peut-être être en position éligible. Je suis devenue élue. Ensuite, j'ai choisi une place pour les législatives en 1986, d'où l'arrêt de ma thèse, parce qu'elle était réputée non éligible. Et j'ai été élue. Mais je n'ai pas pu faire autrement que de faire une double campagne. J'ai fait une campagne, la campagne de la liste, et puis une campagne de femmes. Et donc, je l'ai emportée. Après, beaucoup d'hommes ont dit, puisqu'elle a été élue, moi, je l'aurais été beaucoup mieux, bien sûr. Donc, c'est supporte les sarcasmes, entre autres. Quand j'ai été élue à la mairie de Strasbourg, des gens m'ont dit, on a voté pour vous parce qu'on était sûr que vous ne seriez jamais élu. Ah, supporte les déceptions. D'accord. Troisième citation, elle est d'Edoui Plenel, dans Secret de jeunesse. S'il y a du temporel dans la vie, il y a du spirituel dans l'engagement. Est-ce que cela peut être vrai de l'engagement politique ? À certains égards, oui. Alors, je ne vais pas vous faire un numéro sur mes convictions de femme de gauche. Mais c'est clair que je pense qu'il y a du spirituel, en ce sens que nous avons quand même, je pense, c'est ce qui peut parfois aussi permettre de dépasser certaines querelles ou les ambitions strictement personnelles. Il y a tout de même un parcours idéologique. L'idéologie, c'est la création d'un corps de référence qui est à la fois mêlé d'histoire humaine, mais en même temps aussi de choix. Alors évidemment, aujourd'hui, il faut être moins courageux qu'à une époque. Mais le socialisme est né de cette quête effrénée de la République et de la démocratie, avec l'affaire Dreyfus, avec la lutte contre l'exploitation humaine dans le travail ou dans la colonie. Donc je pense que cet affranchissement, si vous voulez, a une dimension spirituelle. Alors la dernière citation, elle se dégage des trois autres, vous allez vite comprendre pourquoi. Elle est de Diogène le cynique, ça nous emmène très loin ça. Retranche tous ces engagements que tu voyais s'imposer à toi et qui sont autant de bagages qui t'entraînent au fond de la mer. Est-ce que vous le vivez comme ça, comme des contraintes qui vous entraînent au fond de la mer et qui finalement vous empêchent complètement de vivre ? Alors, je ne crois pas que ça m'empêche de vivre parce que un jour, une de mes filles m'a posé la question. Elle m'a dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu fais quelque chose qui te fait souffrir, puisque bon, il y avait des disputes, des débats, toutes sortes de moments difficiles. C'est pas rien quand une fille vous dit ça, quand même. Alors bon, moi ça m'a interrogée, puisque j'avais passé un contrat avec mes filles en disant que si elles ne supportaient plus, si ça posait un problème, je pouvais m'arrêter. Parce que maman n'était pas souvent à la maison ? Parce que maman n'était pas toujours là, bien sûr, parce qu'on a partagé les responsabilités éducatives et que forcément, dans ces cas-là, mon mari a été aussi un peu père-mère, si je puis dire. Et donc, il a assumé une charge supérieure à celle qu'un père habituellement, même lorsqu'il prend sa part, peut assumer. En même temps, bon, c'est compliqué à gérer, mais ça s'est en même temps aussi très bien passé. Monsieur, nous vous saluons bien bas et nous vous félicitons. Il y a eu bien sûr beaucoup d'indépendance aussi pour mes filles, mais ce qui lui a permis d'accepter au fond ce que je faisais, c'est qu'elle a compris que c'était un projet de vie. D'accord. Et que je le faisais parce que je le souhaitais. Et donc, du coup, c'était totalement assumé. Ensuite, c'est devenu, finalement, tu as de la chance. Parce que tu as trouvé quelque chose que tu avais envie de faire, qui peut peut-être comporter beaucoup d'inconvénients, mais après tout, tu l'as voulu, tu l'as eu. Donc, je pense que c'est toute la portée du choix qu'on fait et qu'on fait. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, je n'ai jamais considéré qu'un mandat politique était un exercice sans risque où devait se faire confortablement. Et que dans une ville de gauche et de droite, plutôt de droite ou conservatrice, j'ai mené une politique de gauche.
comme au gouvernement, j'ai mené aussi des actions difficiles. La réforme audiovisuelle, j'ai pris de front certains avantages ou certaines traditions. Aujourd'hui, ça m'amuse quand par exemple, dans le domaine du spectacle vivant, on vient me dire que je suis, entre guillemets, l'auteur de la charte des missions de service public, qui est la référence qu'on ne doit pas toucher. La première fois que ça m'est arrivé, j'avais prévu de répondre positivement à un colloque où je m'apprêtais à dire que précisément elle était un peu dépassée et il fallait la changer. Donc c'est surprenant, c'est intéressant. Ça montre simplement que ce que je regrette dans cet exercice-là, c'est de ne pas avoir été assez explicite sur ce que j'entreprenais, de ne pas avoir pris le temps de l'explication. D'aller trop vite alors. D'aller trop vite. J'étais tellement convaincue que j'avais peu de temps au gouvernement. C'est pas quand vous travaillez dans une ville, bon, je m'étais donné 10 ans pour réformer l'administration, réformer le service public et le tramway. Bon, même si une première ligne était réalisée, on est dans des réalisations à moyen long terme. Et je pense qu'en politique, on est victime de l'urgence, on est victime du temps court. Et je souhaitais non pas marquer mon passage au ministère, mais faire en sorte que je puisse l'amener à être transformé dans son temps. Ne pas être seulement aussi fragile qu'il peut l'être. Je pense qu'il est resté profondément fragile et tributaire du bon vouloir du président. On est sorti de la royauté. Et le fait qu'un ministre de la Culture ne puisse vraiment se faire entendre que lorsqu'il est soutenu par le président de la République ou par le Premier ministre, le rend finalement trop dépendant. Et voilà, c'est quelque chose que j'espérais au fond pouvoir dépasser, mais il y a des belles choses qui ont été initiées ou réalisées. Et c'est vrai que... Pensez à quoi, au Palais de Tokyo notamment? Oui, par exemple, le Palais de Tokyo. Avec cette ouverture à l'art contemporain? Oui, bien sûr, la place du cinéma et de l'image, la numérisation qu'on avait lancée à l'époque des fonds audiovisuels de l'INA, oui. Toutes les opérations sur la lecture, voilà, bon, l'éducation artistique qu'on a commencé, qui a été transformée après par Jack Lang et Catherine Tasca. Donc, bon, là, c'était avec Ségolène Royal et Claude Allègre et Marie-Georges Buffet qu'on avait travaillé sur ces questions. Bon, l'expérience gouvernementale est très intéressante. Et quel regard vous portez aujourd'hui rapidement comme ça sur l'audiovisuel? J'imagine que vous gardez toujours un petit œil quand même. Alors ça, cette loi audiovisuelle a été pour moi un vrai regret. Un regret parce que j'ai trouvé qu'il y avait là, au fond, des querelles politiques qui appartenaient vraiment à une période passée. Et lorsqu'on voulait vraiment aborder, au fond, les questions audiovisuelles par la vision à la fois des contenus, mais aussi de l'économie, il fallait qu'on ait une approche beaucoup plus sereine de l'évolution de ce secteur, parce qu'il y avait le numérique, parce qu'il y avait des problèmes de financement, parce qu'il y avait un problème industriel qu'il fallait aborder et régler. Et donc, j'ai regretté que chaque fois qu'on aborde cette question, ce soit au fond au lance-flamme à la longue. Et j'ai regretté aussi, alors de ne pas du tout avoir pu constater que l'expérience sur la réduction de la publicité n'est pas servie, parce que je considère qu'aujourd'hui la réduction de la pub telle qu'elle a été pratiquée n'est pas un bon choix économique, à un moment où la publicité part sur Internet et où la numérisation fait que on est dans l'incertitude, si vous voulez, économique pour tous les médias. Et donc voilà, c'est, je pense, pour les missions de service public, de l'audiovisuel, un vrai enjeu que d'être à la fois challenger et en même temps garder aussi la fidélité à ces missions. Et petite question nombriliste, vous aviez sans doute déjà entendu parler de cette chaîne, KTO, qui fête ses 10 ans, qui vient de fêter ses 10 ans. Vous avez un regard sur ce genre de télévision confessionnelle en France? Vous aviez, quand on vous a invité dans cette émission sur cette chaîne, vous avez dit tiens, pourquoi moi? Ou est-ce que vous connaissiez? Voilà.
Vous avez quel regard sur notre chaîne? Ah mais écoutez, j'ai un regard intéressé parce que je pense, moi j'ai été militante des radios libres, j'ai mis justement des clauses dans la loi audiovisuelle dont j'ai été l'artisan, enfin si vous voulez la possibilité justement de soutenir les radios associatives, et donc je pense que ça fait partie justement de la liberté d'expression et de ces possibilités d'agir dans l'espace public sur des médias pour au fond participer à la vie. Je ne crois pas que les religions, c'est pas ça la laïcité telle que je la conçois, que les religions doivent se cacher, doivent être enfermées. Non, elles existent dans le débat, elles existent dans l'espace public, elles se prononcent, les confessions, enfin les responsables se prononcent sur des choix éthiques, moraux, politiques. Donc voilà, c'est... Vous êtes plus pour une laïcité à l'américaine finalement qu'à la française? Non, je n'oppose pas cette vision de la laïcité. Je pense que la laïcité à la française pour moi, est fondamentale dans notre système républicain. Parce que la laïcité a établi la liberté de choix, de croire ou de ne pas croire. Parce que la laïcité donc garantit aussi le fait qu'il n'y a pas de domination, si vous voulez, d'une religion par rapport à une autre. C'est la paix après la guerre des religions. Et donc c'est extrêmement important. Aujourd'hui, sur le plan international ou sur le plan européen, pourquoi est-ce que ce terme finalement trouve sa formule anglaise laicity? C'est parce que la laïcité peut constituer justement une solution à la confrontation religieuse. Et dans un moment où on a des débats qui utilisent les religions pour justifier des combats ou du terrorisme, je pense que on ne doit pas masquer ni oublier de revendiquer cet héritage de la laïcité qu'on a appelé à la française. Mais on n'est plus dans la lutte contre un clergé. On est dans une autre phase. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais il y a à peu près 2 minutes, vous avez employé un mot ou une phrase qui était « j'ai été l'artisan de cette loi ». On n'aurait pas dû dire « artisane », vous qui avez travaillé sur la féminisation des termes du français, député et eux, on dit artisane, on dit artisan, on dit... On peut dire artisan, on peut dire artisane. Bon, c'est pour vous taquiner, hein, Catherine oui, bien Trautmann. sûr, mais j'ai bien compris que vous me taquiniez, mais vous avez raison. Je trouve que c'est pas toujours très heureux ce que ça donne au final. Les c'est parfois difficile. Auteurs, écrivains, écrivaines. Moi, ça m'avait laissé un petit peu sceptique cette. Il y a des mots volonté. français qui permettent plus facilement la féminisation. C'est vrai que j'ai travaillé sur la féminisation des noms de fonction et que j'ai eu un débat en ayant mis un petit « E » à député avec l'Académie française. Alors justement, vous êtes députée européenne du groupe socialiste. Vous l'aviez été d'ailleurs une première fois quelques années. Là, vous l'êtes de nouveau depuis 2004. Vous y trouvez tout votre épanouissement. C'est vraiment un poste dans lequel vous arrivez à vous exprimer, à faire passer vos idées, dans lequel vous êtes à l'aise, sans rentrer dans les détails des idées que vous défendez. Hein. Mais... C'est un monde complexe. Nous sommes 27 pays. Chacun doit savoir dépasser l'intérêt national pour construire une législation commune. Donc c'est un exercice que j'apprécie beaucoup parce qu'il faut de l'ingéniosité. De la diplomatie, j'imagine. Il faut de la diplomatie, il faut de l'inventivité. C'est parfois très contraignant, c'est parfois très décevant. Est-ce que vous avez un côté très très volcanique comme ça? Vous arrivez à rentrer à dire, allez, le volcan va se calmer et je vais dire calmement les choses que j'ai à dire? Je suis pas toujours très volcanique. Je suis peut-être spontanée, oui, mais si vous voulez, par exemple, sur le rapport que j'ai eu à traiter dans la dernière période, qui était un rapport très difficile sur les télécommunications. Le paquet télécom, oui. 2 ans de travail et un risque de capotage. Et donc là, ça a été un travail de longue haleine, si vous voulez, où il faut beaucoup de patience, beaucoup de réflexion. Là, c'est la mobilisation du travail du chercheur. Comprendre les enjeux, oui. Voilà. Donc non, je pense qu'on ne connaît pas assez sur le plan national ce que nous faisons, comment nous travaillons. Pour des raisons qui sont à la fois des raisons très propres à la France, avec son nombrilisme un peu trop accentué, si vous voulez. Tout se passe à partir de Paris et on s'intéresse trop peu à nos voisins, à notre environnement européen et international. Ça, je le regrette. C'est une étroitesse de l'esprit. Mais vous trouvez des satisfactions, en tout cas, dans ce métier-là? Oui, beaucoup. D'abord parce qu'on fait la politique autrement. On n'est pas dans la confrontation
pur et simple, que je compare parfois au tournoi. Il y a un côté de tournoi dans la vie politique française, confrontation directe, droite-gauche, etc. C'est plus subtil. Et vous êtes obligé pour avancer et aboutir à faire passer vos idées et vos choix, vous êtes obligé de passer par la compréhension de l'autre, des raisons pour lesquelles il va défendre sa position, de sa tradition, de son héritage culturel. On a des débats au sein de la gauche comme il y a des débats au sein des partis conservateurs. C'est pas facile de combiner des traditions politiques différentes. Et donc, il y a parfois des surprises, parce que il y a aussi beaucoup de transversalité. Il y a des gens qui sont très, très favorables à la souveraineté nationale, il y a des partis nationalistes, et puis vous avez d'autres qui, au contraire, sont pro-européens. Il y a un exercice d'ouverture, en tout cas, qu'il faut sans cesse remettre dans le jeu, réapprendre et construire. Donc c'est juste un peu décevant de le faire dans un contexte où les pays membres renationalisent les politiques et où la définition du bien collectif, de l'intérêt collectif est aussi difficile. Alors, dernière question, parce que l'émission se termine. Si vous pouviez être plus que vous, qui ou que seriez-vous? Si vous pouviez être plus, faire plus, vers quoi vous voudriez tendre? Je ne me pose pas trop cette question. J'essaye en général de me poser la question. Inverse. De savoir ce que je peux faire plus en étant moi-même avec mes limites. Il y a une chose que j'aurais souhaité faire, j'ai un peu de mal, mais peut-être que ça sera après, justement, c'est de terminer certains travaux et peut-être consacrer plus de temps à l'écriture. D'accord. L'écriture romanesque ou l'écriture plutôt des idées, les essais? Bon, plutôt les idées, oui. Plutôt les idées. Je pense, oui. Quand même, pour tous ceux que ça intéresse, il y avait quand même. Et puis ma thèse que j'ai laissée en Et puis il y a cette thèse, et puis il y a un livre qui s'appelle Sans détour aussi, qui était paru au Seuil, si je ne m'abuse, où on apprenait à mieux vous connaître, je le signale juste au passage. Je vous remercie infiniment d'être venu depuis Strasbourg, j'imagine, pour venir nous voir dans VIP. Strasbourg, Bruxelles. Strasbourg, Bruxelles, Paris. Voilà. Merci, très bonne continuation à vous. Merci. Au revoir.